le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africamundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un jeune activiste qui fait énormément de choses au sein de la communauté, pour lui-même, pour la communauté, pour toute la diaspora africaine également. Il est basé en France, vous le connaissez à travers ses initiatives. Frère Tadieu, merci d'être avec nous, merci de participer au mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. On va parler de toi, on va parler de tes initiatives, particulièrement de Djeda Diop. On va parler également de ta vision sur le panafricanisme conscient, réel, actif tel qu'il est. Comment tu vois dans ta vision l'évolution des choses. Et puis tu nous donneras ton point de vue global sur le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui contribuent de près ou de loin à ce que tu es en train de mettre en place et à ce que d'autres personnes invisibles ou pas mettent également en place pour la promotion de ce grand événement qu'est le mois de l'histoire de l'Afrique et de cette diaspora. Donc voilà, je suis Tadjou Fengep, ou on va dire Ralph Toumi également. Je suis africain du Cameroun, comme j'aime souvent le dire sur les réseaux sociaux, plutôt Bamileke, africain et Bamileke. Donc voilà, pour ma petite histoire, j'ai quitté mon pays natal il y a 13 ans maintenant pour l'Occident, l'Europe d'abord, la Belgique. Et puis après, le tournant de ma vie, j'aime souvent le dire, a été la découverte pour moi, pour le jeune Africain qui avait passé 24 ans sur cette terre africaine sans avoir été éveillé. Le tournant est intervenu quand j'ai découvert la Martinique en 2012. 2012, donc j'avais quoi? J'avais 26 ans en 2012. Et c'est ça qui a été pour moi le tournant de ma vie. Euh, je remercie les ancêtres de m'avoir amené vers eux, même si au départ, quand j'y allais, ce n'était peut-être pas pour les raisons auxquelles que je comprends aujourd'hui. J'ai travaillé en Martinique comme journaliste pour le principal quotidien France Antilles durant 2 ans et demi à peu près. Et j'ai également collaboré avec des municipalités pour lesquelles j'écrivais, je rédigeais leur magazine municipal. Et puis, en fait, comme je dis, le tournant a été celui-là, parce que très souvent, on parle des Afro-Caribéens qui se reconnectent à leur histoire ancestrale africaine, et on parle peu des Africains euh, qui s'éveillent et qui cherchent également leur histoire, parce qu'il n'y a pas que, les frères dits d'outre-mer euh, qui, à un certain moment, ont ce manque-là. Moi, je pense que c'est aussi ça aujourd'hui le but de l'une des armes en fait de mon travail, c'est d'essayer d'éveiller ou de réveiller chez les Africains qui ont encore leurs pieds sur la terre-mère, réveiller leur désir, leurs besoins, de se reconnecter aussi à leurs ancêtres qui sont partis. Donc moi, depuis que j'ai découvert la Martinique, je sens en moi cette présence-là, ce manque-là. Et malheureusement, on n'a pas pour nous les traces de l'histoire de nos ancêtres qui ont été partis au Cameroun, où je suis par exemple. On sait que un peu sur le littoral camerounais, il y a la côte Bimbia, d'où sont partis le port de Bimbia, d'où sont partis beaucoup de nos ancêtres
vers les Outre-mer. Donc voilà, c'est un peu ça. Quand je suis arrivé en Martinique, j'ai eu ce réveil-là qui a été très bouleversant. Et donc, m'est venue l'idée de créer un média, puisque moi, mon savoir, c'est surtout journalistique. Qu'est-ce que je pouvais faire pour reconnecter mes frères africains qui, comme moi, avaient encore des clichés très stéréotypés sur les Antilles, les Outre-mer. Et donc, maintenant que le réveil, il a été fait de mon côté, qu'est-ce que moi, je pouvais aussi faire? Donc, j'ai toujours été dans cette idée de transmission. Si je me réveille, qu'est-ce que je peux faire aussi pour les autres? Sans vouloir les obliger, bien sûr. Mais voilà, c'est comment est-ce que je peux sensibiliser? Comment est-ce que, par mon être, par mes actions, je peux amener petit à petit les autres qui étaient aussi comme moi auparavant à cet éveil-là. Et c'est de là qu'est née mon idée de créer mon média web Kamita Magazine que j'ai créé quand je suis retourné en Belgique. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la Martinique et la Belgique pendant quelques temps. Donc, j'ai créé Kamita Magazine le 1er janvier 2016. Ça fait 5 ans aujourd'hui. L'idée, c'était juste de mettre en lumière et promouvoir les initiatives portées par les personnes d'origines africaines et afrodescendants. Donc, voilà. Et puis, j'ai travaillé, j'ai collaboré, j'ai travaillé dans cet activisme journalistique, si on peut le dire ainsi, autour de Kamita Magazine, où j'ai mis énormément, j'ai écrit beaucoup d'articles en Belgique, en France, mais aussi des articles sur toute personne d'ascendance africaine, quel que soit son territoire. Et puis en 2018, de retour en France, hexagonale, en 2016, et c'est en octobre 2018 que j'ai lancé mon association, le RIDAF, qui signifie Réseau international des diasporas africaines et afrodescendants. Le but de cette association était de légaliser cette fois-là mon travail que je faisais journalistiquement, mais qui se perdait un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le RIDAF, dans le RIDAF, on a ce pôle média qui est guidé par Kamita Magazine. Le RIDAF, c'est toujours le même objectif que Kamita Magazine, c'est interconnecter les personnes et les personnes d'ascendance africaine et démontrer l'impact positif, quel que soit le territoire où l'on réside, démontrer l'impact positif de cette excellence afro en général. Et voilà, créé en 2018, le RIDAF, en octobre 2018, on a véritablement démarré nos actions en octobre 2019. Donc, entre octobre 2019 et octobre 2020, on a accompagné notamment une quinzaine d'entrepreneurs afro, que ce soit, ils étaient résidents en France et certains étaient aussi résidents en Belgique. Donc, on les a accompagnés dans leur communication média surtout, en mettant en place des articles qui mettaient en lumière leurs actions, leurs entreprises, leurs produits, leurs marques, par des conseils. Donc, on avait en fait un business model parce que je considère que même si on est association, on doit un peu couper, si je peux dire, couper le cou à cette idée-là d'avoir des associations africaines ou afro qui sont toujours dans la main tendue, dans la mendicité, en train d'aller demander des subventions. Je ne refuse pas que c'est normal à un certain moment que l'État accompagne les associations en mettant en place des subventions. Mais nous aussi, on doit d'abord faire preuve d'autonomie et donc de rechercher, de construire notre petit modèle financier qui nous permettra de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer tout simplement. Donc, on a un petit modèle économique qui permet aux entrepreneurs qui nous contactent de les conseiller, de mettre en place des actions de communication média tout simplement. Et voilà, c'était la 2019-2020. Et là, pour 2020-2021, on continue toujours dans cet élan de visibilité des journalistiques, des entrepreneurs et associations afro. Mais le plus grand projet aujourd'hui, c'est la création, la mise en place d'un programme mentorat qui s'appelle GED et Job. GED qui est un sigle qui signifie jeunesse, emploi, déclassement. Et Job, comme en anglais, un travail. Donc GED et Job, voilà.
qui est ce projet de mentorat dont on parlera très certainement dans les prochaines minutes. Donc voilà un peu brièvement qui est Tadju Fungep. Et merci pour cette occasion de me présenter, Medina. Merci beaucoup, frère Tadieu, pour ces informations. On apprend à te connaître un peu mieux. Tu as derrière toi de nombreuses années d'engagement au niveau associatif, militant, en tant que jeune africain, en tant que jeune kamite. Euh, Entre le moment où tu t'es investi dans le milieu associatif et aujourd'hui, en 2021, quel est le regard que tu portes à la fois sur ton parcours et sur le parcours militant de façon générale, que ce soit au niveau des jeunes Africains du continent ou qui sont aujourd'hui dans la diaspora ou des jeunes Afro-Caribéens que tu as côtoyés. Merci pour cette question, Mélina. Le regard que je porte, c'est un regard bien sûr positif parce que on reste toujours dans un éternel optimisme. Il faut dire que quand j'ai démarré mon engagement associatif en Europe, puisqu'en Afrique, je n'étais pas dans cet engagement-là. On était très bien en Afrique, on ne pensait pas à ça. Donc, c'est ici en Europe, comme on dit, qu'on s'est retrouvé étant noir. Et donc, on a été obligé de s'engager. Mon premier engagement associatif, c'était en 2000, quand je venais d'arriver en Belgique. C'était dans une association qui accompagnait en fait les primo-arrivants africains, mais c'était une association camerounaise. Donc, c'était avec des frères et sœurs de ma communauté, si on peut le dire ainsi, camerounaise. Il n'y avait pas un esprit, je n'avais pas la pensée panafricaine à ce moment-là. J'étais vraiment dans comment est-ce qu'on peut aider des personnes immigrées à avoir moins de difficultés que nous, tout simplement. Le militantisme panafricain ou le journaliste, l'écriture, ma plume militante journalistique a vraiment démarré en 2012. 2012 qui est la marque de mon premier pied à terre sur la terre de mes ancêtres. On parle de l'Afrique comme terre de nos ancêtres, mais je considère aussi que ce soit la Guyane, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, ces territoires-là sont aussi les terres de nos ancêtres, puisque ça fait un peu plus de 7 siècles qu'ils vivent là-bas. Donc, on peut aussi se réapproprier cette terre-là. Donc, la première fois que j'ai mis le pied là-bas, c'était, je l'ai dit, en 2012. Et je n'étais pas dans un élan associatif, mais c'est de là qu'est née ma conscience panafricaine. 2012 à 2019, comme on le sait, on a souvent des étapes de vie. Et le chiffre 7 est un chiffre qui correspond à chaque nouvelle étape. Donc, 2012 à 2019, c'était l'étape pour moi de ma renaissance. Et 2020 a commencé avec le deuxième cycle que j'espère, je suis beaucoup plus conscient de qui j'étais, de ce que j'étais avant ou que je n'étais pas. Et donc, je suis là dans une progression. Je continue de m'informer, je continue d'essayer d'en apprendre un peu plus sur l'excellence de nos ancêtres. Je continue à essayer de transmettre aussi ce qu'ils ont apporté. Et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est l'inspiration de ce qu'ils m'apportent. Et ça, aujourd'hui, je le sais. Je ne le savais pas avant. Ça, aujourd'hui, je le sais. Et donc, pour moi, comment est-ce que je me perçois ou comment est-ce que je perçois cet engagement-là? Je le perçois comme un processus. Et un processus, j'ai eu la chance dans mon parcours de n'avoir pas été bousculé par de mauvaises énergies. Bousculé dans quel sens? Dans le sens où, malheureusement, dans ce milieu panafricain ou kémite, on a différentes, comment je peux dire ça, si on peut dire partis politiques, où on a des plus posés, des plus extrêmes, et on a certaines tranches, en fait, qui considèrent que si tu n'es pas initié, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te... Aujourd'hui encore, j'ai vu une publication sur les réseaux où quelqu'un disait
je ne peux pas être collaboré dans un business avec un frère afro s'il n'est pas initié. Donc là, on est déjà à des... Pour moi, ça, quand j'ai vu ça, je n'ai pas commenté parce que ça ne m'intéressait pas trop. Mais toujours, ces divisions-là, c'est quoi être initié? Et surtout que tout le monde n'a pas vocation aussi à être initié traditionnellement. L'initiation, c'est quand même quelque chose. Il faut avoir une élévation spirituelle très élevée pour y être. Mais après, si tu n'as pas cette élévation spirituelle, est-ce que tu n'as pas le droit d'être kamite? Est-ce que tu n'as pas le droit d'être panafricain? Est-ce que tu ne peux pas être positif dans ta société? On peut avoir des personnes qui sont initiées et des personnes qui ne sont pas initiées sans qu'il y ait de soucis. Donc, on est aujourd'hui dans une société kamite qui, malheureusement, certains mettent en sépare, on va dire, sépare des personnes qui veulent s'engager et peuvent freiner beaucoup de futurs kamites, futurs bons panafricains. Moi, j'ai eu la chance vraiment de n'avoir pas été dans mon parcours spirituel du début, de n'avoir pas été miné par des personnes qui auraient pu me décourager parce que celui que j'étais il y a 7 ans, je suis issu d'une famille chrétienne. Mes deux grands feux parents étaient des évangélistes, des pasteurs. Mais avant eux, leurs parents à eux étaient des traditionalistes, donc des guérisseurs, des notables dans les chefferies. Donc le tournant de notre vie dans ma famille spirituelle, le tournant a été au niveau de mes grands-parents qui ont embrassé le christianisme et donc depuis notre famille, la plupart sont des chrétiens. Mais moi, j'ai repris ma spiritualité ancestrale. Et donc, voilà aujourd'hui où j'en suis. J'en suis encore à mes débuts. Et je remercie les ancêtres positifs pour leur accompagnement, leur tolérance aussi, d'avoir permis à ce que progressivement, petit à petit, je puisse comprendre les choses, je puisse les ressentir aujourd'hui, les ressentir également, ressentir les choses, mais ressentir eux aussi leur impact dans ma vie. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est un processus qui prend son temps, qui est positif, et je suis à la deuxième phase de mon évolution. Félicitations donc pour ce parcours à la fois spirituel et à la fois personnel, parce que c'est aussi un chemin personnel hein, que tu entreprends, frère Tadieu. C'est intéressant de pouvoir, et c'est enrichissant de pouvoir discuter avec toi. En termes de spiritualité, beaucoup disent effectivement que donc toi tu reviens à la spiritualité effectivement négro-africaine parce que ça te parle, parce que tu es à la recherche de tes origines, surtout que tu es dans un cheminement personnel. Et ce cheminement personnel, spirituel également, t'emmène à faire de nombreuses initiatives sur le plan économique, sur le plan associatif, mais c'est aussi sur le plan entrepreneurial, d'où la création de Gela Job. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce programme de mentorat qui te tient à cœur et qui est porteur effectivement d'espoir et surtout de compétences, de partage de compétences? Effectivement, j'ai des jobs, comme tu le dis si bien. Euh, il, est, euh, il est né, le projet est né de façon un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais voilà, c'est dans une année 2020 qui, on le sait aujourd'hui, est très forte, est marquée de fortes énergies, vraiment. On le partage ensemble. Et une année qui est marquée de très fortes énergies. Et 2020, notamment ce nouveau fléau que je ne citerai pas. Et il faut savoir que normalement, en octobre, le mois d'octobre 2020, je devais partir au Cameroun. J'avais prévu repartir, faire un petit séjour pour euh, revoir ma famille, mes parents, etc., mes frères et sœurs. Malheureusement, j'ai fait partie à un certain moment de ces victimes-là, de cette maladie. Et donc, mon voyage, il a dû être annulé. Et avant mi-octobre,
je ne pensais pas à J'ai des jobs, à ce programme-là. Je l'avais pensé il y a 3 ans. Je ne l'avais pas pensé dans le sens où il est aujourd'hui. Mais comme j'ai toujours eu cette fibre de pédagogie, de formation, au départ, c'était un projet beaucoup plus de formation. C'était à l'époque quand j'étais encore entrepreneur média et j'ambitionnais être formateur. Donc, j'avais écrit un projet qui tournait autour de la formation, mais toujours pour partager et transmettre avec les jeunes des banlieues françaises. Et qui dit jeunes des banlieues, en général, même si je ne dis pas les Noirs, en général, on y trouve 80% ou 70% de Noirs et d'autres qui sont des Maghrébins et Arabes. Donc, 2000, quand j'ai été touché et mon cocon familial ici aussi a été touché, j'ai eu une profonde introspection. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais encore faire de mieux. Est-ce que j'allais juste continuer le travail purement journalistique en mettant en lumière les entrepreneurs, les associations, en faisant une sorte de panafricanisme économique basique, ou qu'est-ce que je pouvais faire? Et donc, en réfléchissant, je suis retombé sur mes archives. Je ne suis pas retombé tout seul. Sûrement, mes ancêtres m'ont amené à repartir là-bas, à revoir ces archives-là. Et petit à petit, chaque nuit, je relisais, je modifiais, j'essayais d'adapter. Et c'est là que j'ai pensé à cette transmission, à ce mentorat. Je ne m'y connaissais pas dans le mentorat avant. J'ai déjà été mentoré à un certain moment. Mentoré, on va dire, quand je suis allé à Montpellier en 2012, en 2011. Il y a un programme français qui accompagne les personnes immigrées à s'installer à Montpellier. Donc, j'avais été un petit peu mentoré dans ce sens. J'avais vu un petit peu comment ça se passe, mais c'est pas vraiment du mentorat. Donc, je m'y connaissais pas, mais je me suis dit, j'avais besoin. Pour moi, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait que je mette en place, en fait. Et sachant que c'est un projet qui est plutôt institutionnel, mon idée, ce n'était pas de J'ai Kamita Magazine, qui est vraiment une essence spirituelle, ancestrale africaine. Mais tout ce que je fais n'a pas pour but de ne viser que les panafricains. Donc, je me suis dit, on a beaucoup aujourd'hui. Je travaille dans le secteur de l'emploi en tant que conseiller à l'emploi. Je rencontre beaucoup de jeunes noirs qui sont nés en France, de parents africains ou de parents afro-caribéens, mais qui ont de très grandes difficultés pour trouver un emploi, pour trouver des stages ou tout simplement pour faire la bascule dans le milieu professionnel. C'est vrai que c'est la jeunesse en général, quelles que soient les origines, qui est très impactée par cette situation mondiale que nous vivons, mais encore plus la jeunesse, celle qu'on appelle la diversité ici, la diversité, les Noirs, les Arabes, etc. Et donc, moi, mon focus, toujours, c'est de m'intéresser beaucoup plus aux personnes qui sont dans cette fragilité-là, et donc aux afrodescendants. Et de là que j'ai pensé à ce projet qui pourra accompagner, orienter, conseiller ces jeunes-là qui sont égarés, qui pourtant sont très talentueux, sont parfois très diplômés, mais qui connaissent d'autres barrières que leur jeunesse, en fait. Des barrières, ça peut être leur milieu social, ça peut être leur couleur de peau, ça peut être leur intégration. Donc, il y a différentes barrières qui s'ajoutent encore au fait qu'ils soient jeunes et au fait qu'ils soient issus de l'immigration non européenne, tout simplement, qu'ils ne soient pas européens, occidentaux. Il y a énormément d'autres barrières et des barrières que, dans le cadre de mon travail, de ma fonction au quotidien, conseiller à l'emploi, on ne peut pas tout arranger, en fait. On reçoit beaucoup, mes collègues et moi, on reçoit de nombreux jeunes qui recherchent du travail. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Mais on peut pas apporter des solutions à tout le monde. Et parfois, on est dans le milieu très formaté. On ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que
de ce constat-là et du constat que j'ai aussi, je tire de mes activités journalistiques. Je vois beaucoup de jeunes frères, beaucoup de jeunes sœurs qui ont ces difficultés-là. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et ce que je sais faire, c'est toujours aller dans cette transmission. Par mon travail de 7 ans, j'ai acquis une modeste légitimité sur le terrain, sur les réseaux sociaux, je communique, je partage. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce réseau que j'ai quand même aujourd'hui? J'ai déjà beaucoup fait, ou j'ai déjà un peu fait, oui, on peut le dire plutôt ainsi. J'ai déjà un peu fait pour les entrepreneurs, sociaux, entrepreneurs économiques afro. Mais que faire de ces jeunes-là qui ne sont pas dans le panafricanisme, qui n'ont rien à voir, ils s'en foutent de ça, ils sont dans leurs jeux vidéo, ils sont dans tout, mais ce sont des jeunes afro qui connaissent des difficultés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de, de l'anecdote de la publication des réseaux sociaux qui dit je ne peux pas, genre, comme si tu n'es pas kamite, si tu ne penses pas spirituel, on s'en fout de toi. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes noirs, de nos jeunes frères et sœurs noirs, afro, qui vivent en France, qui ne sont pas encore dans cette idée spirituelle-là? Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tout seuls, on les laisse à l'état, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, je me suis dit, ma casquette panafricaine, kémite, je l'utilise, j'ai des jobs à une essence. L'essence reste toujours dans ma spiritualité, mais qui est adaptée maintenant au contexte dans lequel on vit, le contexte institutionnel, le contexte public. Donc, alors sur quoi s'appuie en fait J'ai des jobs. Alors quel est le concept exactement? Donc le mentorat donc en fait c'est l'accompagnement par des oui. personnes expérimentées. Donc je te laisse nous expliquer en fait comment fonctionne en fait J'ai des jobs. Donc voilà, dès lors que le projet a été pensé sur ce mentorat-là, il s'agit concrètement de mettre en relation un mentor ou une mentor d'expérience qui a acquis une expertise sur son domaine de compétences, mais qui, au-delà de son domaine de compétences, de ses savoir-faire techniques, a également des compétences relationnelles, des savoir-être forts qui doivent des personnes qui doivent partager aussi ce sens de transmission, de partage, de conseil. Et donc, Alors j'ai. comment Voilà. repères-tu justement les futurs mentors et quelle est l'approche que tu as envers ces futurs mentors? Je suppose qu'il y en a qui acceptent, il y en a d'autres qui n'acceptent pas. Enfin, qu'est-ce que tu mets en avant? Ouais. Je me suis servi vraiment pour cette première promotion. Aujourd'hui, nous avons une petite équipe de 4 personnes, 4 collaborateurs, moi et 3 autres collaboratrices qui travaillent sur J'ai des jobs. Mais c'est moi qui ai sélectionné tout seul les 15 mentors de cette première promotion. Je me suis basé sur, je les connais tous et ce sont des personnes qui me connaissent aussi tous et toutes dans mon engagement journalistique. Et donc, vraiment, c'est mon travail journalistique qui m'a donné la légitimité par la suite quand ils ont aussi vu ce que je continuais à faire associativement. C'est ça qui m'a donné la légitimité lorsque je les ai contactés pour faire partie de l'équipe de mentors. Et moi, qu'est-ce qui m'a permis, qu'est-ce qui m'a fait les choisir? C'est comme je t'ai dit, j'ai un réseau et je pensais à j'ai fait du tri dans mes réseaux. C'est 15 personnes, hein, mais ça aurait pu être d'autres. Il y aura plusieurs promotions, mais c'est vraiment des personnes qui toutes sont dans ce partage-là et des personnes qui m'ont aussi apporté. Dans des milieux différents. Dans des milieux différents, dans des secteurs d'activité différents, des personnes qui m'ont aussi apporté et qui ne s'imaginaient même pas m'avoir apporté. Et c'est ça en fait. Et quand je les ai contactés, c'est de leur dire, voilà, vous m'avez apporté ça à un certain moment donné, vous ne saviez pas que ça avait eu un impact réel, positif, et ça va avoir un impact sur toute ma vie.
Et moi, je vais vous faire comprendre que ce que j'ai reçu de vous, je ne le garde pas pour moi. Je reçois, je transmets. Et les jeunes à qui on transmet, ils vont recevoir, ils vont transmettre. Alors, comment les jeunes, justement, alors tu as parlé effectivement de la sélection des mentors qui sont dans des secteurs différents. Donc, le mentorat dure combien de temps et ça implique quoi pour les jeunes? Comment vous sélectionnez-vous avec, enfin, toute l'équipe, hein, bien sûr, les jeunes en question? Le mentorat, il va durer 6 mois. Il démarre le 1er février 2021 jusqu'au 31 juillet 2021. La sélection des mentorés à ce moment-là, elle va se faire en binôme. Dans l'équipe, il y a moi qui suis le fondateur. Je m'occupe principalement de tout ce qui est lobbying et relations publiques. J'ai en second notre chef de projet et référente pédagogique. C'est vraiment avec elle qu'on va travailler sur la sélection des mentorés. Nous avons également, Donc, vous avez lancé une campagne en ligne, c'est ça? on avait lancé une campagne en ligne qui a démarré le 7 décembre 2021 et qui va s'achever 2020. 2020, pardon, qui s'achève le 15 janvier 2021. Donc, c'est quel âge ont les jeunes? Les critères pour intégrer la première promotion, c'est il faut être issu de l'immigration non européenne. Au départ, on était sur des jeunes qui résidaient dans la région Île-de-France, mais on a eu beaucoup de demandes. En fait, on ne s'imaginait pas, on a eu beaucoup de demandes d'autres personnes qui vivaient hors de France. C'est là que je me suis rendu compte et on s'est rendu compte que vraiment beaucoup de jeunes afro étaient dans la demande de ce type d'initiative et de projet. Donc, on est passé de jeunes qui vivent seulement en Île-de-France à plutôt des jeunes qui vivent en France. Donc, il faut être résident français, être résident en France, être officiellement entre 18 et 30 ans. Mais si quelqu'un a 32 ans, on a des personnes, des mentorés qui ont 32 ans aujourd'hui. Leur profil nous intéresse. Et donc, voilà, même si officiellement on dit qu'il faut être dans la case 18-30 ans, mais au plus 34 ans, on reçoit. Et puis, il faut avoir un niveau minimal de baccalauréat. Donc, avoir soit niveau terminal, voilà, niveau minimal terminal. Et puis, être aussi très motivé, malgré le découragement, malgré la difficulté, se dire vraiment, garder cette détermination. C'est ce que nous, on souhaite d'abord. Même si on sait qu'il y aura un travail qu'on aura à faire, on souhaite aussi des jeunes qui soient très déterminés à rejoindre ce programme parce qu'il faut le dire, c'est un programme de 6 mois. Et surtout, ce que j'insiste, je mets en exergue comme message, c'est que ce programme n'a pas pour vocation de donner un emploi ou de donner des stages. On est bien dans l'accompagnement et c'est ça qui est le terme clé en fait. C'est accompagner, co-construire. C'est avec le jeune en fait. Chaque jeune aura un suivi avec son mentor et qui sera aussi suivi au-delà avec l'association. Donc, on accompagne, c'est ensemble qu'on fait quelque chose. Tu n'intègres pas le programme en te disant, ils vont me trouver un travail. Nous, on n'a pas de travail, on n'offre pas de travail, on n'offre pas de stage. Mais c'est ensemble avec toi C'est un accompagnement, c'est un chemin qui pour aider à trouver sa voie. Exactement. Donc, ça va au-delà de l'emploi. Tu l'as dit, trouver sa voie. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui sont égarés, qui ont eu un diplôme, je ne sais pas, peut-être de BTS, mais qui se disent aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai perdu 2 années, j'ai eu mon BTS, mais je ne sais plus ce que je vais faire. Je ne veux pas travailler dans le domaine où j'ai eu mon diplôme, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, c'est aussi ça l'idée du mentorat, c'est de t'aider, en fait, à trouver ta propre voie, à trouver ton propre cheminement de vie professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a un coût pour participer à cela? Comment ça se passe? Oui. Donc, c'est totalement gratuit. Les mentors travaillent, collaborent de façon bénévole. Les jeunes, ils intègrent le mentorat de façon gratuite. Il n'y a rien de payant. C'est quoi le piège, si on peut dire? C'est qu'il n'y a pas de piège. C'est juste que c'est un sacerdoce. Mais parce que je suis conscient aussi qu'il y a des enjeux financiers. Donc, l'association
RIDAF, euh, avec son modèle économique d'accompagnement des entreprises, dans les entreprises qu'on continuera d'accompagner dans leur communication média, les budgets qui sont mis en place permettront en fait de gérer financièrement le programme. Mais ça, c'est un programme qui est très riche et il y a des financements pour ça, hein, donc il ne faut pas Oui, non plus lâcher l'affaire puisque vous non, êtes dans une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Il y a plein de services qui offrent oui, justement à des associations bien médiocres, on peut le dire comme ça, qui font pas le job comme il faut et donc vous êtes très actif là-dessus. Et donc il y a des moyens pour que vous puissiez être aidé. Si votre association, de toute façon, le RIDAF est déclaré oui, sur le territoire français, donc il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas gain de cause auprès des financeurs, ben, exactement, comme d'autres associations qui sont souvent qui font pas de job, mais qui bénéficient de beaucoup d'argent du gouvernement. Donc, exactement. allez-y, on vous encourage pour ça. Au niveau des mentors, il y a autant de femmes que d'hommes dans des secteurs différents. Est-ce que vous pouvez nous brosser un profil général de ces mentors? Donc, on va dire, il y a, quand je pense comme ça, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes déjà. Et sur les profils, des 15 mentors, on ressort 3 profils. Le profil média, qui sont des personnes journalistes ou des personnes qui ont un organe de presse, papier, audiovisuel, web. Donc, on a ce profil média. On a un second profil que j'appelle un profil éducatif, éducation, pédagogie. Là-dedans, on a des enseignants d'université, des enseignants de lycée, oui, voilà, des personnes qui sont proches aussi du secteur jeunesse. Et donc, c'est ce profil éducatif, pédagogie, si on peut dire. Et on a le dernier profil, euh, je, je le dis souvent, profil professionnel, mais tout le monde est professionnel en fait. En fait, ce sont des personnes qui sont juristes, avocats, qui travaillent dans les assurances, qui sont chefs d'entreprise. Donc, c'est ce dernier profil-là en fait. Donc, trois, trois profils se dégagent, médias, éducation et professionnel, si je peux le dire de façon comme ça. Merci beaucoup. On a donc pour ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, dans le cadre de la 4e semaine, c'est une semaine qui est consacrée donc aux aînés. Est-ce que dans vos différents profils, vous avez pensé aux aînés? Parce que la parole des aînés africains est diluée depuis des décennies. Ça n'a plus le même impact et la même force. Est-ce que vous pensez justement avoir un club d'aînés, pas spécialement un club de sages, parce que tous les aînés ne sont pas sages, mais un club d'aînés ayant un savoir-faire et pour apporter un peu de justement de rectitude parfois chez des jeunes qui vont faire des choses à tort et à travers et qui ne se rendent pas compte que la vie passe vite finalement et que la jeunesse ce n'est qu'un temps et que les choses se préparent. Est-ce que, en étant jeune justement, est-ce que vous avez prévu, euh, ton équipe et toi, d'avoir une équipe d'aînés qui sont là, d'ailleurs retraités, qui sont disponibles pour pouvoir accompagner cette jeunesse aussi dans les premiers chemins de leur vie? Effectivement, c'est une bonne question. Euh, dans le, dans l'équipe de mentors en ce moment, moi, quand j'étais jeune étudiant sur les bancs de l'école, journaliste, euh, j'ai eu une référence qui était un aîné euh, que je côtoie aujourd'hui depuis 3 ans maintenant. Et c'est cet aîné-là, quand j'ai pensé au projet, la première personne à laquelle j'ai pensé en tant que mentor, c'est à lui. Je lui ai présenté, il m'a dit, petit frère, je t'accompagne, je te soutiens à 100%. Il est journaliste aujourd'hui à France 24, il est PDG de sa propre chaîne qui diffuse en Europe, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, Pacifique et en Afrique. Donc, il est à la tête vraiment d'un très grand média et c'est un aîné pour moi. Et
au sein de notre équipe, de l'équipe des mentors. On peut le saluer à Mobé Mévégué. Hein. Exactement, merci. On a au sein de notre équipe de mentors, on a on a ces profils aînés, mais je n'avais, on peut dire en fait, quand j'ai travaillé cette initiative de mentorat, j'ai aussi vu un petit peu comment ça se passe le mentorat chez d'autres structures en France, en Belgique, en Afrique. Et on se focus là sur les mentors le critère des mentors qui doivent être à tout prix avoir au moins 50 ans. Dans d'autres structures, on ce critère d'âge qui n'est peut-être pas sagesse, comme tu as dit, mais ce critère d'âge, d'aîné, qui doivent être obligatoirement des mentors. Nos mentors peuvent avoir 32 ans, 35 ans. C'est surtout l'expérience qu'ils ont acquise et l'expertise. Peu importe, on peut avoir 32 ans et travailler depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, et donc avoir une expertise réelle dans son domaine et donc être mentor. Mais on a quand même des anciens dans notre équipe de mentors. Et ça peut être une idée là une très bonne idée que tu me donnes pour soit aménager ce programme, soit même pour les futures promotions, de pourquoi pas, de mettre en place, insérer dans le programme, puisqu'on a plusieurs thématiques, chaque mois on a des thématiques ou des ateliers, on va dire ainsi, qu'on met à disposition. Les mentors travaillent chaque mois un atelier avec leur mentoré, mais l'association met aussi en place des activités transversales. Et dans ces activités transversales, ça peut être une très bonne idée, ce que tu viens de proposer là, de soumettre. Pourquoi pas. C'est toute l'équipe d'Africa Mondo qui travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on met... Et puis, le thème général du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, c'est se reconnecter aux valeurs ancestrales. Et on sait que dans les communautés, dans les sociétés africaines, la parole des aînés avait du sens et avait du poids. Et donc, pour nous, effectivement, c'est vraiment, effectivement, il y a beaucoup d'aînés retraités chez qui on peut prendre des paroles sages, on peut écouter les méthodes, ils peuvent donner des conseils que un jeune de 32 ans, de 35 ans n'a pas forcément, même s'il a son expertise de travail, etc. Mais là, c'est vraiment l'école de la vie. Ça va au-delà. On travaille beaucoup et ça me permet de saluer le réseau international francophone des aînés. Pour beaucoup, ils sont africains, ils sont en RDC, au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, enfin bref, un petit peu partout en Afrique. Et on est vraiment très heureux de les avoir avec nous parce que ce qu'on n'a pas vu avec notre fougue, notre dynamisme jeune, etc., etc., eux, ils ont le recul de la vie en disant, tiens, fais attention, ne mets pas ton pied ici, attends, ou voilà. Ce sont des petits codes de la vie qui sont très important pour nous en tout cas, et ça nous permet de les saluer et de leur dire merci. Merci beaucoup. Donc on arrive au terme de cet entretien. Ça a été vite. Très beau programme JD Job et on espère que cette première promotion donnera de bons fruits, de bons résultats. Donc vous l'avez entendu, les jeunes, on ne vient pas dans JD Job pour trouver un emploi, pour trouver un stage, etc. On vient pour apprendre l'école de la vie et essayer autant que possible de donner une direction à sa vie et les conseils pratiques de ceux qui justement ont l'expérience, l'expertise, qui ont aussi eu des difficultés, justement c'est des difficultés. C'est grâce à leurs difficultés que ça leur permet d'être meilleurs mentors pour vous éviter de tomber dans les pièges. Merci pour ce beau programme, frère Tadjeu, du succès dans cette initiative. On arrive donc à la fin de cette entrevue. Globalement, le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, qui est mi-war du mois de l'histoire des Noirs, mais sur le continent, ça ne le fait pas d'appeler cet événement le mois de l'histoire des Noirs, là. Surtout que l'Afrique est plurielle. Donc le mois de l'histoire de l'Afrique et de ces diasporas, qu'en penses-tu globalement et dans quel sens nous devons continuer à avancer pour
que la nation africaine puisse briller et s'élever comme elle devrait dans le monde. Merci bien, ma sœur, merci bien, Mélina. Donc, avant de répondre à ta question, je repensais encore à ces aînés-là du réseau international des aînés, je pense, francophones. Et vraiment, moi, ça m'intéresse. Euh, on collabore, je collabore déjà avec d'autres structures, d'autres professionnels, parce que l'idée, c'est d'interpeller dans nos programmes, d'avoir souvent des personnes qui pourront intervenir et par une masterclass, par un échange Zoom ou quoi que ce soit, en visioconférence et parler à ces jeunes, se présenter, donner leur message. Et donc, moi, tu en as parlé et ça ne faisait que cogiter dans ma tête. Donc, je serais vraiment intéressé à voir dans quel sens, durant ce mois de février, j'en parlerai également à mon équipe, mais mettre en place euh, un échange, une visioconférence avec un aîné ou avec une aînée. Je ne sais pas si je peux être en contact ou toi, avec tes contacts, tu Avec peux plaisir, ce ne sera pas oui, un en ou deux parler. aînés, ce seront des aînés. Ils sont Voilà, là et disponibles. En plus, ils sont dans cette version 2.0. On fait un travail extraordinaire avec eux. voilà. Ils sont Nous, contents de participer à ça, donc c'est avec plaisir. franchement, pour J'ai des jobs, avec ce focus-là de la parole, de cette sagesse, même si souvent les jeunes qui sont nés ici en Occident ne comprennent pas très souvent quand on parle de parole, sagesse aînée, mais leur faire comprendre C'est pour qu'ils se reconnectent aux valeurs ancestrales. exactement. Je pense que ce sera très intéressant. Donc, on en reparlera. Merci pour ça. Euh, Qu'est-ce que j'en pense de l'initiative sur la terre africaine? Je pense que c'est une initiative qui est l'an dernier déjà, je l'avais vu passer et je n'avais pas pu, l'initiative, je l'avais vu et qui m'intéressait énormément. J'entendais parler aussi, moi, de l'histoire des Noirs, surtout aux États-Unis. Et j'avais vu concrètement cette action-là que tu menais déjà sur les réseaux l'an dernier. Mais pour des raisons personnelles, je n'avais pas pu m'y engager alors que ça m'intéressait déjà. Donc cette année, quand je me préparais, je savais que tu allais probablement relancer. Donc j'espionnais un petit peu sur les réseaux, j'attendais quand est-ce que tu allais annoncer officiellement. Donc moi, c'est une initiative que je trouve qui est essentielle. Elle est à la fois pour un but panafricain, mais pour un but de société, pour un but familial et aussi pour un but politique. Parce que la politique est très importante. On a beau parler sur les réseaux, on a beau être actif sur le terrain. Si à un certain moment la politique ne suit pas, on restera juste des éternels prêcheurs dans le désert. Donc, c'est important dans cette action-là qu'on puisse intéresser des personnes publiques, des députés, des maires, des conseillers municipaux, des ministres, etc. Je sais qu'en Afrique, on a une idée très péjorative de la sphère politique, mais moi, journaliste, dans l'âme, j'avais une idée toujours très péjorative du milieu politique. Mais aujourd'hui, cette idée, elle a changé. Il y a du bon grain et du mauvais grain partout. Donc, c'est à nous d'essayer de trouver dans toutes les couches des personnes qui sont intéressées à cette initiative, que ce soit du balayeur de rue au journaliste, de l'écrivain à l'avocat, du ministre à l'architecte, toute personne, quel que soit son domaine de compétence et d'expertise, étant d'ascendance africaine ou ayant ses pieds bien posés sur la terre mère africaine, toute personne devrait être intéressée à apporter sa modeste contribution. Si c'est juste par le partage sur les réseaux sociaux, si on ne peut pas contribuer concrètement en partageant dans nos réseaux sociaux à nous, ça peut intéresser quelqu'un qui, lui, voudra contribuer. Donc, ne pas négliger cet aspect-là. Les réseaux sociaux, le digital aujourd'hui, ce n'est pas seulement dire j'ai mangé tel fruit et le poser sur Facebook. Donc, on J'ai a mangé des feuilles de manioc.
Voilà, donc non, on a vraiment cet impact-là avec le digital et le partage, le simple partage peut amener d'autres personnes à nous contacter. Je dis nous parce que je fais partie, Bien sûr. je m'approprie aussi cette belle initiative. Toi, ton équipe, ce qui est essentiel, c'est comme j'ai des jobs, c'est qu'on met en place des initiatives, mais qui à un certain moment ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent à toutes celles et tous ceux qui partagent cette idée avec nous parce qu'il faut qu'on se le dise. Tant que les personnes, les collaborateurs ne s'approprient pas aussi nos initiatives, on ne peut pas aller très loin. Et donc, Absolument. Et c'est pour ça, effectivement, que le mois de l'histoire des Noirs, merci pour de me mettre en avant, mais je ne fais qu'animer ouais, modestement la plateforme. Hein. C'est le mois de l'histoire des Noirs existe depuis plus de 50 ans ouais, et vous connaissez effectivement l'histoire tous. Le mois de l'histoire de l'Afrique, on a transformé en miroir, quoi. Donc en fait, c'est ouais, le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas appartient à tout le monde et il appartient à chacun de faire des exactement. initiatives à travers l'ONG Africa Mundo. Nous faisons notre part. Merci de t'être associé à nous, frère Tadieu. Et Jeda Job, on lui souhaite plein de succès à travers toutes tes initiatives aussi, Kamita Magazine, le RIDAF, etc. Et on aura des choses à faire ensemble avec les aînés. Mille merci pour cet entretien avec toi. Plein de courage et que nos ancêtres, les divinités, et tous ceux qui veillent sur nous, tous ceux qui se sont battus, tous ces panafricains qui se sont battus pour nos libertés individuelles et collectives, veillent sur toi, tes projets, tes initiatives, ton équipe, et nous aident à continuer en créativité et avec beaucoup de foi ce que nous sommes en train d'entreprendre de façon modérée, de façon large, de façon ouverte au plus grand nombre, que vous ayez ou non un prénom Kamit ou que vous ayez une démarche d'initié ou non, chacun son chemin et on y va petit à petit à notre rythme. Le plus important, c'est le but. Amadou Mpateba l'a dit, peut atteindre un but sans pour autant prendre les mêmes routes. Donc merci beaucoup, cher frère Tadieu, pour cet entretien dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Merci à toi, Mélina. Je voudrais, si tu me le permets, terminer rapidement en, en remerciant également les trois, je les appelle les trois Amazones qui m'accompagnent bénévolement et très engagés aussi avec moi. Euh, Tu verras, c'est mon lien avec les personnes insulaires est tellement, je ne le prévois pas, mais ce sont des personnes, notamment, la première, Naïla Ouzali, qui est originaire des Comores. Euh, je salue également Isabelle Cancel, Naïla Ouzali, qui, elle, est la chef de projet et la référente pédagogique. Isabelle Cancel, qui est notre manager des réseaux sociaux, qui est originaire de la Guadeloupe, et Julie Césaire, qui, elle, est originaire de la Martinique. Donc voilà, c'est la preuve une fois de plus qu'on a l'Afrique par moi qui suit sur les terres, on a les Comores qui est une île tout à côté, mais on a également l'apport des Africains des Caraïbes, tels que la Guadeloupe et la Martinique. Donc, sans le vouloir, parce que tous les projets que je mets en place sont des projets que j'espère ou que je souhaite sous la bénédiction ancestrale. Donc, les personnes qui me viennent aussi sont des personnes qui ont cette idée-là, cette pensée ancestrale. Et donc, voilà, c'était avec plaisir de participer à cet échange, à cette mise en lumière par ma personne, mais plus globalement par le projet, mes projets et notamment le projet J'ai des jobs. Merci à toi, merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, merci à tes équipes et modestement, je continue à être auprès de toi, à être près de vous pour ensemble faire remettre l'Afrique tout simplement à son niveau où elle était, à son niveau de gloire, non pas pour dominer les autres, mais pour être seulement tout ce qu'elle est. Merci à toi, Mélina.